Ça va là-bas maintenant à propos de Covid, des réunions et tout Ouais. ça? Oui, comment ça va? Écoute, moi je suis pas trop les infos, mais à Paris ils ont mis en zone rouge, et puis il y a du sport du coup qui est interdit, mais tu sais les écoles elles sont ouvertes, il y a pas de, les écoles sont ouvertes donc il y a pas de, enfin ça, c'est pas, tout va bien quoi. D'accord, d'accord. Salut Viviane, salut c'est Céline. Ça va bien? Ça va, Vous oui. m'entendez pas? Non? Si, Oui. oui, on t'entend. Danger est absolument magique. Ça ne s'est jamais arrêté. On s'est séparés, bien sûr, mais Sartre avait dit à Miles, À mon avis, Viviane, tu écoutes une émission? Bon, Roxane, Alice, tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis ravie de vous voir. Hier, on a eu de difficultés techniques pour les Zooms en espagnol et en portugais. Il y avait une Internet très inestable. Alors, aujourd'hui, j'étais un peu inquiet, mais ça va très bien. Depuis le matin, ça marche très bien. Alors, je voudrais vous demander comment ça va avec les vidéos, avec les thèmes qu'on a mis dernièrement, de l'introduction au rebosso. Est-ce que vous avez reçu à voir la vidéo? Oui. Oui. Et alors, on peut ouvrir avec ce thème. Vous êtes le bienvenu à donner votre réflexion et si vous avez des questions. Oui. Oui, Céline? Oui. Moi, j'ai une question. En tout cas, l'introduction au rebosso, c'est super. Le côté historique, culturel, je trouve que c'est très nourrissant aussi, au-delà du côté plus technique, je veux dire, de l'utilisation. J'ai une question par rapport au serrage. Moi, on m'a montré comment faire le serrage du bassin avec le bâton, avec un bâton, quand on est toute seule. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses en fait d'utiliser le bâton? Oui. Nous, dans notre réalité en Belgique, on est souvent seul en postpartum avec la maman. Quand on fait le soin rituel, on est deux, mais quand on est simplement en visite postpartum, on est souvent seul et la maman est souvent seule parce que c'est aussi la réalité ici. Donc voilà, comment est-ce que toi tu penses de l'utilisation du bâton ou... Oui, ça marche bien. On utilise aussi des cuillères en bois pour faire la cuisine. Oui, on l'utilise sûrement. Et moi, j'ai l'expérience que ce n'est pas tellement agréable comme quand on le fait à deux personnes. C'est toujours plus agréable. Mais c'est une façon de le faire et quand on est seul, bien sûr. Oui. Mais du coup, tu enveloppes tout le bassin avec le rebosso ou tu fais le bassin en plusieurs étapes avec le bâton? Alors, si c'est seulement l'endroit de bassin, tu peux faire. Tu as essayé plusieurs fois de façons différentes parce que dans un endroit, on peut faire ça une fois, mais c'est parce que bon, on va aller dans cet endroit différent, mais le bassin, on peut ouvrir plus ou moins le rebosso pour donner la pression différente. Alors, je pense que ça dépend un peu aussi si la femme elle est grande avec tu sais, avec des grands, comment on dit, les hanches. Là, peut-être tu peux faire plusieurs fois, mais ça va dépendre comment elle se sent. Et toi aussi, tu vas voir si tu sens que ça n'a pas bien fermé, tu peux le répéter. C'est un art avec des possibilités d'improvisation et d'adaptation, je pense. Oui. Et alors, sur Facebook, dans plusieurs groupes ces dernières semaines, il y a plusieurs femmes qui ont posté leur expérience d'un soin rituel rebosso qu'elles ont reçu, qui a été très très mal vécu. Parce que très mal accompagnées, pas du tout écoutées, elles avaient beaucoup trop chaud dans la hutte de sudation et on leur a dit non, vous restez, enfin tout, ou le serrage, on n'a pas écouté, etc.
Et donc là, je voulais voir aussi un peu ton retour de jusqu'où on doit aller dans les limites de la femme, tu vois, dans l'utilisation du rebosso, jusqu'où on doit la pousser. C'est pas juste un soin relaxant, c'est aussi voilà, le rebosso, c'est aussi quelque chose qui va nous transformer dans notre corps, dans notre. Et du coup, quelle est la limite? Enfin, comment on peut accompagner ça? Je pense que c'est toujours en entendant la femme, parce que ça doit donner une expérience qu'elle va avoir des mémoires agréables. Même l'accouchement, bon, on peut toujours donner à la femme de conseils de l'esprit de continuer à la fin, mais c'est surtout elle toujours qui va donner le limite. Alors, ce n'est pas une chose rigide qu'on va imposer sur la femme. Il faut toujours l'entendre. Et la question de la température, c'est pour cela que moi, je n'aimais pas mis une température avec le thermomètre. Vous avez vu? Je n'ai pas dit c'est 40 degrés, c'est 38, c'est comme... Parce que ça dépend de la femme. Pour une femme, un certain degré, c'est beaucoup trop. Et pour autre femme, elle va vouloir plus chaude. Mais c'est intéressant. C'est comme dans la vie. C'est toujours une question de sensibilité. Non? Oui. Oui, merci. C'est pas seulement dans le rituel traditionnel, mais tout dans la vie, on a surtout une façon très individuelle de vivre la vie et de trouver une chose, ça peut être la médecine de quelqu'un et l'autre, la même chose, ça peut être une expérience traumatique. Alors, je pense que vraiment, on ne peut pas être rigide. Oui. Est-ce que tu as de l'expérience avec ça, Céline? Tu as déjà fait aux femmes ou Oui. Oui. Ben, écoute, moi j'avais suivi ta formation à Namur il y a 2 ans. Et donc depuis 2 ans, j'en fais 3-4 par mois, plus ou moins. Oui. Et ça s'est toujours très bien passé. Alors parfois, enfin voilà, c'est toujours très différent, mais ça s'est toujours bien passé. Et donc de voir des témoignages d'autres femmes qui avaient vécu des expériences très difficiles, ça m'a un peu questionnée aussi sur, tiens, voilà, la pratique et comment ça peut être... Ça doit être respectueux, surtout toujours. C'est ça la chose la plus importante. C'est mieux de le faire un peu moins qu'un peu trop. Ouais. Je peux dire quelque chose? Oui. Moi, je pense que c'est vraiment tellement important d'écouter les femmes qu'on accompagne, quoi. C'est pour moi l'écoute. Déjà, si on commence par écouter, on a fait 70% de l'accompagnement. Voilà, donc je suis sûre que tu écoutes les femmes à qui tu le fais, tu vois. Donc il y a ça, qu'on connaisse la femme ou pas. Moi, ça m'est arrivé de faire des soins, le soin complet, rituel, même à des femmes que je connaissais pas, parce que ma binôme avec quelqu'un et je connaissais pas cette femme et j'arrive là, pof, et je la connais pas. Et c'est OK, à condition de l'écouter. Et puis la deuxième chose, c'est de demander comment ça s'est passé pour elle, quoi. Et si ça s'est pas très bien passé, d'écouter ça encore et de l'entendre et de l'accueillir. Et toujours pendant le rituel, on demande ça va, c'est bien, c'est assez, c'est trop, ça va. Et c'est toujours une activité ensemble, ce n'est pas une imposition, c'est toujours ensemble, un développement ensemble. Mais c'est vraiment le cadre qu'on pose au début du soin, c'est que c'est le soin de la personne et nous on est là juste pour l'accompagner et que c'est vraiment important qu'elle puisse à tout moment dire si quelque chose ne va pas. Après, bon, il y a des personnes qui ont du mal aussi à exprimer les choses, donc il faut toujours vraiment être bien à l'écoute, même du corps, hein, parce que parfois on n'ose pas le dire, mais on sent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Oui. Mais voilà, je trouve ça dommage d'entendre des témoignages si négatifs et de me dire que voilà, c'est une pratique
voilà, qui existe ici par chez nous et qui est parfois peut-être mal utilisé, voilà. Et j'ai une question. Est-ce que cette, tu as lu ça dans le groupe de notre forum de cet atelier ou c'est dehors? Je pense qu'il y en avait un dans le groupe du forum et j'en ai lu en dehors aussi. Mhm, mhm. Voilà. Je vais regarder encore. Mais c'est surtout, ça doit être respectueux et aux limites de la femme. C'est surtout ça. Ouais. Mhm. Merci. Merci à toi aussi. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous avez pour partager avec moi? Vous avez appris quelque chose sur l'introduction de Rebosso? C'était intéressant? Ah oui, moi j'ai appris plein de choses. Le rebozo, je l'ai découvert avec toi en 2003 et on s'est côtoyés régulièrement et tout. Et là, j'ai appris encore des choses. J'ai appris surtout sur ce qu'il symbolise au Mexique, tu vois, avec l'histoire du Mexique. Et ce qu'il symbolise pour les femmes aussi. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Ça rajoute encore une dimension à ce qu'on fait. Et c'est super. Oui, d'accord. Merci d'avoir fait ça, d'avoir fait cette présentation. Je crois que c'était très, très important, très utile. C'est toujours très intéressant, je trouve, de regarder le contexte historique. Et chaque chose dans la vie a un contexte. Et de le regarder, ça amène de la richesse surtout. Pour moi aussi, c'était très émotif, très magnifique de faire cette expérience, de donner ça, de l'amener à la lumière et aussi d'essayer de partager ça avec le monde parce que c'est très facile de prendre un tissu et faire des choses avec, mais de savoir le symbolisme et d'où que ça vient, je pense que ça nous donne aussi un respect plus grand sur cette histoire, mais aussi d'où est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va faire avec cette rebosso, et aussi la question de que chaque objet, à part d'être utile, il y a des poids très, très profonds symboliques. Ça veut dire, ça peut être pour la beauté, ça peut être pour se protéger de froid, mais c'est historique. Alors, ça donne une dimension, je trouve. Et d'avoir de la dimension culturelle, c'est toujours très important. On a beaucoup aimé. J'espère que les autres vont suivre bientôt. Oui, le prochain va arriver bientôt. Je pense que ça va être le 1er au mois d'octobre. Ça va sortir. On est au milieu parce que comme on est en train de créer la série complète, alors on est en train de travailler avec tous les contenus qui va venir avec tous les autres vidéos. C'est très, très riche, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est magnifique. Je rêve toutes les nuits sur le rebosso et toutes les pratiques sur le rebosso. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis une vingtaine d'années. Alors, ça me remplit d'émotions très, très grandes. Et on a des matériaux depuis. Je garde beaucoup, beaucoup de matériaux. Alors, on est en train de faire ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est de produire 2-3 vidéos par 3 ou 4 par mois, mais bon, on travaille à full. On ne dort pas trop vraiment. On est en train de. C'est vraiment très émouvant. Moi, je pense beaucoup à ma mère. Si elle était vivante, elle serait très, très ravie de voir tout ça. Parce que si ma mère, elle travaillait avec moi, elle m'accompagnait aux accouchements, elle a partagé avec moi
au moins 350 accouchements, expériences d'accouchement. Et alors, je pense souvent, comme elle trouvera cette matériau, elle serait ravie, vraiment. Moi, j'étais heureuse de voir des photos d'elle quand elle était jeune parce que je ne les avais jamais vues. J'ai eu la chance de la connaître, mais c'était plutôt à la fin de sa vie, on va dire. Oui. Et, c'était magnifique de la voir jeune, danseuse. Elle était tellement belle. Et voilà. Tellement belle. Et elle était une des femmes au Mexique dans ce mouvement d'amener la dignité et la conscience aux racines culturelles de les ethnies des Indiens, les peuples originaux et pas seulement avec évidemment pas seulement avec les habits, mais la culture et le respect culturel de peuple original avant la misture. Surtout, nous au Mexique, qu'on a les États-Unis au nord, alors c'est un mouvement très fort aussi de ne pas se laisser bouffer par la culture des États-Unis, de retenir la culture mexicaine, de ne pas mélanger la langue aussi. Je me rappelle beaucoup quand j'étais petite que il y avait des fois des mots qui viennent de l'anglicisme parce qu'on est tellement proche que bon, et je me rappelle toujours ma mère en disant non, là, le mot en espagnol qui vient de la langue nahuatl, non, de langue, comment on dit, les indiennes, non, comment on dit en français? Amérindiens ou indigènes. Indigènes, ce sont les personnes vraiment Oui, locales. Amérindiens, c'est par rapport aux Indiens d'Amérique. le préserver, ne pas le laisser aller comme si c'était quelque chose de passager ou qui n'a pas d'importance. Alors, il y a une dignité énorme de protection de la culture indigène mexicaine. Et ma mère, elle était vraiment toujours très, très fière et très honnête, politiquement très consciente sur ça. C'est très important, je pense. Dans le Zoom que je viens de faire avec les gens qui parlent anglais, on a parlé beaucoup sur le thème de la appropriation culturelle de rituels et de services qu'on donne de la sage-famerie traditionnelle et quand est-ce que c'est approprié, quand est-ce que c'est déjà une appropriation et tout ça. C'était très intéressant parce que, bon, à la fin, moi je dis que c'est toujours très important de partager, de faire les rituels, de travailler avec ça, mais toujours avec ce respect sur apprendre les traditions le plus original possible et si c'est possible aussi, s'il y a une femme mexicaine dans la ville qui sait le faire, alors je donnais d'abord l'opportunité à elle à faire ce travail et aussi pour acheter les rebosos, pour les acheter des gens qui viennent du Mexique, qui le font artisanalement et tout ça. Mais qu'en même temps, c'est important que cette tradition ne meure pas, qu'il survive, qu'il continue à être vivant. Alors, c'est un équilibre très important et pas tout à fait évident. Ils sont des sujets intéressants à faire la contemplation, à penser à ça surtout. Et tu sais, c'est difficile ici, enfin, en tout cas en Belgique, les Mexicains que moi je croise, ils connaissent pas du tout le rebozo. Et je sais que j'ai demandé 2 fois à des Mexicains ou à des personnes vivant au Mexique de me ramener des rebosos et ils m'ont ramené des trucs très commerciaux et très... Et du coup, je pense qu'il y a, enfin, comme tu disais, il y a deux aspects au Mexique, un aspect plus traditionnel et puis peut-être un aspect plus américanisé, je vais dire. Et donc, c'est pas toujours évident de trouver chez nous
des personnes qui ont encore le lien avec cette culture-là et qui peuvent quand même t'en parler ou qui peuvent te donner les bonnes adresses. Et je sais, Céline, que par exemple, si toi, tu étudiais, si tu t'intéresses à ces traditions, et si le jour que tu trouves une Mexicaine et toi, tu partages avec elle, ça que tu sais, elle va être très heureuse. C'est sûr que ces Mexicains vont dire oh, je ne savais pas, raconte-moi, je veux savoir pour ne pas laisser perdre. Alors, c'est intéressant. C'est toujours émouvant de voir des gens qui ne sont pas de la culture, mais qui essayent, qui font de tout pour l'apprendre, pour la garder, pour la respecter. Ça, c'est très émouvant, c'est magnifique. Je pense que c'était en Belgique, avec Stéphanie, quand j'ai fait les ateliers là, j'ai trouvé une femme qui a fait ma formation. Elle était une femme congolaise. Elle venait du Congo. Et tu te rappelles, Céline? Oui, alors, c'est Adidi. J'ai fait des cours de Bosso avec elle. Voilà, oui. Comment elle s'appelle? Adidi. Didi, oui, Adidi. Alors, comme moi, j'ai vécu au Congo et pendant l'année que j'étais au Congo, c'était la danse et la musique et les chansons que j'étais là pour apprendre et pour valoriser. Alors, j'ai commencé à chanter des chansons de Congo et elle était comme ça, elle était émuvée. Je sais pas, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle était absolument ravie parce qu'elle ne se rappelait plus de ses chansons. Et pour elle, c'était cette émotion de oh, quelqu'un d'autre qui les a appris et que le tient vivant. Tu te rappelles de ça, Céline? Oui. Elle est magnifique, cette femme. Alors, je sais que ça passe aussi avec les traditions mexicaines, quand des autres personnes le tiennent vivant. Mais aussi, je sais que s'il y a des Mexicaines ou des gens qui ont de l'expérience, de la connaissance de ces traditions, c'est toujours bien de les honorer, de travailler avec ou de donner l'opportunité que leur travail soit priorisé. Des fois, c'est important à faire ça, si c'est possible. C'est le respect, on disait, c'est le respect culturel. On parlait que quand on habite dans un pays qui n'est pas le nôtre, comme c'est mon cas au Brésil, et c'est toujours très important, chaque pas et chaque mouvement qu'on fait, que ce soit avec le respect de la culture où on est. Alors, quand on prend un aspect de la culture d'une autre personne, c'est délicat toujours et c'est important et ce n'est pas n'importe quoi. Il faut être très conscient et très respectueux toujours. C'est comme si on est avec des vieux personnes. Quelqu'un qui est vieux ou vieille, il faut toujours le respecter plus parce qu'ils ont plus de l'expérience, plus de vie et des avis et des expériences à partager. Même si on n'est pas toujours d'accord, mais c'est une chose que ça ne passe pas beaucoup maintenant avec cette culture moderne qui envoie les vieux dans les maisons de vieux et les abandonne là, tout ça. Et on a beaucoup à dire sur ça. Il y a 2-3 jours, j'ai eu une expérience intéressante et très émotionnelle parce qu'une copine à moi, une de mères des bébés, vous savez, les 2 bébés qui on a aidé à mener à la vie avec le sperme de mon mari, vous savez cette histoire, n'est-ce pas? Non? Vous ne savez pas? Alors, mon mari et moi, on a offert à 2 amis à nous, et une couple lesbique qui voulait beaucoup, beaucoup avoir des enfants. Et ils étaient des amis à moi depuis beaucoup d'années. On les a offert le sperme de mon mari. Alors, on a fait un rituel d'amour pour amener cet sperme. C'était mon mari et moi
qu'on a fait sortir le sperme avec l'amour. Et moi, je mis le sperme dans un petit glace et je les ai amenés dans l'autre chambre où ils étaient aussi en train de faire l'amour avec cet énorme plaisir et je donnais le sperme. Alors, l'histoire, c'est que tous les deux sont tombés enceintes et ils ont eu chacune un bébé, une fille, un garçon, qui sont nés avec 4 jours de différence, les 2 bébés. Alors, une de ces femmes, ils sont les bébés vont avoir 1 an de vie le mois prochain. Ils sont très sympathiques, très, très sympathiques. Et une des femmes a eu une grand-mère de 105 ans. Alors, une très vieille grand-mère, 105 ans, qui a décidé de mourir parce qu'elle était fatiguée et avec plein de douleurs au corps. Alors, elle a fait une morte assistée 3 jours avant, il y a 3 jours. Et ça, c'était tellement émouvant de voir ce désir de cette femme respectée parce qu'elle a habité toujours seule, elle conduisait jusqu'à quelques ans en arrière, elle cuisinait pour elle, elle faisait tout seule et finalement elle a décidé c'est mon temps pour aller. Elle a parlé avec le médecin, elle a organisé tout ça. Il y a 3 jours qu'elle est partie. C'est très intéressant parce que ça se combine bien avec ce thème qu'on parle sur le respect aux vieux. Le respect aux vieux, c'est très souvent que les vieux sont pris comme si « Ah, tu es vieux, tu ne sais plus ce que tu dis, ce sont des vieilles histoires », tout ça. Le manque de respect aux vieux. Et ici, c'était une histoire absolument merveilleuse de respect jusqu'à la fin. Et j'avais jamais connu une femme qui arrive à 105 ans et qui décide d'aller. Incroyable. Voilà, j'ai trop parlé. Parlez-vous. Posez des questions et disez ce que vous voulez. J'aime beaucoup vous entendre. Oui, Sylvain. Oui. Bonsoir tout le monde. Par rapport justement aux soins Rebozo et de pouvoir transmettre et véhiculer le côté traditionnel, parce que je crois que les vidéos auxquelles nous avons accès, on ne peut pas les partager au grand public comme ça. Ça reste dans le groupe. Et du coup, je voulais savoir si tu avais prévu de faire un film là-dessus, qui peut être diffusé, un film autour du Rebozo, ou enfin, en tout cas qui en parle et qui pourrait être diffusé du coup au grand public, parce que j'ai remarqué, alors moi en fait j'ai reçu la formation il y a 10 ans à peu près, et depuis je pratique selon les demandes. Et là, depuis quelques mois, on a eu régulièrement des demandes de mamans qui nous disaient oui, parce que j'ai vu, on en a parlé dans l'émission Les Maternelles. Alors, pour celles qui, je ne sais pas si tout le monde connaît cette émission, moi je ne connaissais pas parce que je n'ai pas la télé, mais c'est une émission qui est très très regardée, où on parle voilà, de la maternité, de la grossesse, et voilà. Et en fait, à force il y a eu 3, 4 mamans qui m'ont parlé de ça, et puis à force je me suis dit quand même, faut que j'aille voir, faut que j'aille voir ça, parce que voilà, ça m'intriguait. Et en fait, ils parlaient du tissu, mais en fait la présentatrice a surtout parlé du serrage, en disant voilà, c'est important pour votre bassin, vous le serrez, vous mettez le tissu comme ça et tout. Et du coup, après, les femmes nous contactaient pour recevoir le soin Rebozo, mais sans vraiment comprendre l'entièreté du soin, et puis tout le symbolisme de ce rituel. Alors bon, c'est pas grave, nous sur nos supports c'est toujours écrit, après nous on prend toujours aussi un temps pour leur expliquer tout ça, mais moi aussi c'est un sujet qui pour moi est assez sensible, de toujours comment dire, de jamais oublier d'où les choses viennent, l'origine des choses. Et j'aime bien que ce soit,
je suis un peu pointilleuse là-dessus des fois, mais enfin, je trouve ça important effectivement que ce soit précisé. Donc du coup, qu'il y ait entre guillemets cette vidéo qui circule et pas une autre qui montre vraiment, voilà, en plus, comme tu l'as expliqué, comme Viviane l'a dit tout à l'heure, bah voilà, le côté social aussi, comment les femmes portaient ça. Enfin, je trouve ça vraiment super intéressant. Et du coup, voilà, je voulais savoir si un film ne pouvait pas aussi être fait Oui. pour le partager. Tu sais, on vient de parler après cette vidéo d'introduction qu'elle a fait. On a beaucoup aimé. Mon mari, il disait qu'on pourrait faire un petit documentaire. Et il y avait aussi un ami qui avait dit qu'il a vu, il a dit que peut-être dans des festivals, ça pourrait être intéressant. Alors, mon mari, qui a plein de l'énergie et des idées aussi, il a commencé à penser, ah, on peut enlever ça et mettre ça, et peut-être on fait un petit documental. Alors, c'est une idée que, maintenant que tu le dis, Sylvain, peut-être vraiment, on devrait penser à faire ça. Ce qui manque, c'est le temps. Vraiment, c'est ça qui manque parce qu'on est tout le temps occupé, ni dimanche ni samedi, on repose. Mais on va penser à faire ça pour le grand public. Oui, je pense que c'est important. Et une fois qu'on a déjà préparé tous les autres matériaux, c'est une question d'édition et de, bon, une énergie, mais c'est intéressant et important. Je suis d'accord. Merci. Merci pour donner cette impulse. Oui, une impulsation. Tellement de choses à faire. C'est intéressant, cette pandémie a amené tellement au point la nécessité de faire tellement de travail. Ouais. Je pense que c'est la seule période de ma vie où je sens que les 24 heures de chaque jour, ce n'est pas suffisant. Souvent, je sentais que la vie, c'est suffisant, et 24 heures, et j'avais le temps pour reposer. Mais maintenant, je sens, ça me donne un peu un désespoir parce que ma petite fille, Eva, qui passe la moitié de la semaine ici, des fois, elle vient et elle part et je pars jouer avec elle. Ça me donne la tristesse. Alors, j'ai décidé qu'au moins 15 minutes, 20 minutes par jour, je vais arrêter et je vais jouer avec elle. Tu sais, même 15 minutes, c'est très peu, mais c'est déjà beaucoup plus de ce que je fais. Arriver à se reposer. Oui. C'est important aussi pour toi. Très important. Et elle déjà commence à parler. Ah, grand-mère, elle est en train de travailler. Elle dit déjà ça, comme si c'est toujours ça pour moi. Ah, elle me appelle de vovozinha, la abuelita, la grand-mère mignonne. la grand-mère mignonne. Très sympathique. Ma petite fille. Isamu, ¿quieres traerla para acá, Eva, para que la conozcan? A ver si quiere. J'invite mon fils, voir si elle veut. Si, qu'elle amène Eva pour que vous la connaître. Elle est tellement mignonne. Très, comment on dit en français? Très. Adorable. Oui, mais quelqu'un qui est très intelligent, elle fait des petites bêtises. Non, pas de bêtises, mais des choses avec de l'esprit très vivant et très vite. Elle est, comment on dit en français? Vive, très vive. Oui, très vive. Eva, você quer conhecer as amigas aqui da vovó? Olha as amigas da vovó. Vem aqui ver. Desenha ali na nossa carita. Com o papai? Olha aqui. Olha aqui elas. A ver, se la respondemos. Oi, as amigas. Olha aí as amigas. Lindinhas, né? A gente está conversando sobre muitas coisas. Sobre os bebês, sobre as barrigas. Tchau. Tchau, amor. Tchauzinho. Voilà, ma petite fille.
Elle, elle est très mignonne. Aïe. Elle aime être dehors pour prendre les petits fruits des arbres. Alors, est-ce que vous avez pratiqué beaucoup sur le thème de rituel du postpartum pour ceux qui n'avaient pas fait avant? Vous avez essayé? Roxane, tu es enceinte, tu as ton ventre là. Combien de semaines est-ce que tu as? 34 semaines. 34? Oui. Magnifique. Est-ce que tu es en France ou en Belgique? En France. En France. Ah, magnifique. Et est-ce que tu vas les sages-femmes, tu vas les docteurs? Comment ça fait? Comment ça passe avec ton expérience de être enceinte dans ces moments? Je vois les deux. J'ai ma sage-femme parce que le projet, c'est un accouchement à domicile. Donc, je vois ma sage-femme. Mais je suis aussi suivie par mon gynécologue parce que ma première fille est née prématurément. Alors, du coup, j'ai aussi un suivi par mon gynécologue en parallèle. Donc, du coup, je vois les deux. Voilà. Et pour accoucher, tu vas aller à l'hôpital ou à la maison? Non, j'aimerais bien à la maison. Ah oui? D'accord. Donc, je croise les doigts qu'elle arrive à terme. Est-ce que ta sage-femme, elle peut t'accompagner à partir de 36 semaines ou seulement 37? Elle m'a dit, allez, la veille des 37. D'accord. La veille des 37, elle est d'accord. Donc, je croise les doigts. Puis, comme ça, je me dis, en plus, ça serait bien quand même qu'elle reste au moins jusqu'à 37. Comme ça, je pourrais voir au moins 2 vidéos que tu feras sur le Rebozo, notamment celle sur l'enfantement. Parce que Oui. j'aurais bien voulu voir. Et ton premier bébé, il est né avec combien de semaines? 35. Ah, d'accord. Oui. Moi, je pense que tu vas bien arriver à 37. Voilà, moi aussi. Ah, tu es belle. Ah, c'est gentil. Ça donne envie d'avoir encore des bébés, n'est-ce pas, Viviane? Je ne sais pas vous, mais vraiment, moi, ça me donne beaucoup envie. Quand j'ai avec les femmes qui sont en train d'accoucher aussi, de mettre le bébé au monde, c'est tellement de pouvoir dans cette expérience. C'est tellement de pouvoir. On apprend tellement de chaque expérience d'amener la vie, que ce sont des opportunités. Vraiment, je comprends les femmes qui ont 12, 15, je comprends. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez parler de encore un thème, quelque chose en plus que vous voudrez parler? Oui, Sonia? Oui, je voulais c'est plus pour te poser une question. Il y a une maman qui est enceinte, qui est bientôt à terme et qui a menacé en fait d'être déclenchée. Et donc, elle aimerait que ça se déclenche naturellement. Et du coup, je lui ai fait un petit peu de rebozo quand elle était à quatre pattes, enfin des soins comme ça pour aider un petit peu. Et du coup, si tu avais des astuces pour elle, parce qu'elle aimerait voilà, pas être déclenchée. Oui, bien sûr. Elle a combien de semaines maintenant? En fait, son terme, c'est le 1er octobre. Donc, c'est pas normalement, mais le gynécologue, il lui dit que pour pas que le bébé soit trop gros, il veut, et c'est quelqu'un du coup qui veut la déclencher à un moment comme ça, il sera présent. Il veut la déclencher mardi prochain. Mardi prochain déjà. Et je vais lui dire, ouais, mais je vais lui dire qu'elle peut. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire non. Il y a aucune, il y a rien de. Oui. Moi, je pense que c'est très intéressant d'attendre, vraiment de ne pas essayer de déclencher prématurément parce que il y a le risque, c'est que ça peut se commencer, mais comme l'organisme n'est pas mûr, le bébé n'est pas absolument mûr, ça peut donner un commencement de travail de l'accouchement qui ne devient pas
assez fort, elle commence à se fatiguer. Alors, c'est beaucoup mieux d'attendre que bébé donne les signaux d'être mûr et que le corps commence par soi-même. Et c'est ça le risque, non? Avec toutes les sortes de déclenchements, même la tisane de chocolat avec de la cannelle et tout ça que moi j'utilise des fois pour donner de la force au travail de l'accouchement. Moi, je n'aime pas quand les gens l'utilisent pour déclencher un accouchement seulement parce que le médecin trouve que c'est déjà l'heure de faire ça. Et vraiment, ça risque d'avoir un accouchement très lent qui se fatigant. Alors, moi, je pense que d'abord, c'est une bonne idée de la convaincre à dire non, on va attendre, ça va, j'attends à que mon bébé décide. Aussi parce que la question de la taille de bébé, ce n'est jamais une question réelle, parce que c'est la tête qui va arriver au début. Et la tête, elle a les os qui vont faire comme ça. Alors, la réformatation de la tête, ça arrive n'importe la taille de bébé. Et une fois que la tête prend cette forme pour sortir, le corps, si c'est 4 kilos, si c'est 4 kilos et demi, si c'est 2 kilos et demi, c'est la même chose. Comment on dit la graisse du bébé subcutanée, elle fait comme ça. Quand elle passe ainsi, elle se... Comment on dit? You squeeze, it gets squeezed. Elle se coince. Oui, il se rétracte, quoi. Il se contracte. Et alors, la taille de bébé, ce n'est pas un aspect clinique d'importance, vraiment. Alors, après que je dis ça, la prochaine vidéo de Rebosso parle justement au thème de stimuler le travail de l'accouchement et d'aider le bébé pour engager plus profondément dans les anges. Mais ça, je trouve que c'est mieux de le faire une fois que le travail a commencé pour éviter justement ce que je dis, de fatiguer trop la femme. Alors peut-être c'est intéressant que tu dises ça à elle, pour éviter qu'elle se fatigue avec un accouchement que comment on dit? En fait, son bébé, Naoli, son bébé, il appuie vraiment beaucoup. En fait, comme elle a eu des contractions il y a quelques semaines et elle a déjà eu 2 grossesses qui se sont commencées tôt, en fait. Et donc, le 3e, ça a commencé tôt, ils lui ont donné des cachets, ils l'ont alité. Et donc, ça s'est arrêté. Et là, elle a son col ouvert à 2 et ça appuie beaucoup, ça lui fait mal. Et ça veut dire elle quoi? a mal, elle en a marre. C'est pour ça qu'elle en a marre. Elle a envie que le bébé arrive. Ouais, elle en a marre. Alors, si tu fais de rebosso sur elle, elle doit être au début, elle fait de vibrations et tout ça. Dites que le premier de mois d'octobre, on va sortir cette vidéo. Alors, il faut qu'elle attende jusqu'à ce moment-là, au moins. Et parce que vraiment, c'est intéressant qu'elle attende. C'est intéressant pour le bébé. Peut-être elle est fatiguée, mais pour le bébé, la seule façon qu'on sait que le bébé est prêt est quand le travail commence vraiment. Parce que c'est le bébé qui donne le signe au corps de la mère pour commencer le travail. Alors, je pense que si elle réussit à se contacter profondément avec le bébé, elle va avoir de la patience. Parce que, imagine-toi que tu as ton bébé qui est en train de prendre les premiers pas pour marcher et toi, tu deviens fatigué d'attendre et tu essaies de forcer le bébé à marcher. Tu ne peux pas faire ça. Il faut vraiment avoir la patience pour que le bébé ait de la sécurité, de la décision propre. Moi, je trouve que d'avoir de la décision propre et de faire les choses quand on est prêt à le faire, ça donne beaucoup de la force à nous. Et s'il y a quelqu'un qui te pousse à le faire, on est toujours un peu avec de l'insécurité. Je pense que peut-être si tu parles à ça avec elle, peut-être elle va avoir une petite lumière pour lui donner de la patience.
Okay. Parce que elle a déjà attendu tellement, c'est déjà tellement proche, tellement proche. Moi, j'aime beaucoup la métaphore de attendre à la mangue pour qu'elle tombe de l'arbre. Tu vas à côté de l'arbre, tu t'assois en bas et tu fais comme ça. Et tu attends le moment qu'elle va pouf, tomber sur ta main. La douceur de cette mangue est tellement, tellement, tellement explosive que ça ne va pas être pareil au goût de cette mangue si tu l'amènes 2 jours avant. Ça va être bien, le bébé ne mord pas, il va être bien, mais c'est subtil, c'est une mûrité, un goût qu'on ne peut jamais imaginer si on ne le fait pas, si on n'a pas cette expérience. Je pense que le bébé vraiment doit être plus respecté dans cette sorte de situation. Et les bébés, ils ne sont pas des avocats ici dehors pour parler pour eux. Et moi j'essaie d'être une avocat pour le bébé. Et je comprends la femme, je comprends qu'elle est fatiguée, mais cette fatigue est subjective. On est capable d'avoir un peu plus de la patience. On est capable. C'est le médecin qui lui fait peur. C'est le médecin qui lui fait peur aussi. Donc, il profite de... Voilà, c'est pour ça. Mais je lui dirai. Merci Naoli. Merci beaucoup. C'est quand même ridicule, entre mardi et le 1er octobre, il y a 3 jours. C'est quoi cette histoire de poids ou de taille en 3 jours, quoi? Tu as raison. Mais aussi, moi je dis que si le bébé décide d'arriver à 42 semaines ou à 3 jours, je pense que c'est très important d'attendre. C'est tellement... 9 mois, c'est déjà... On a tellement attendu déjà. Je pense que c'est une façon de développement spirituel pour la mère. D'avoir cette patience d'attendre et cette paix intérieure et cette connexion avec le bébé. Attendre jusqu'au moment que le bébé veut arriver. C'est un travail des dents. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est encore plus difficile pour les femmes d'aujourd'hui de faire cet apprentissage parce qu'on est dans un monde qui est encore plus technologique qu'on était autrefois. Enfin, excusez-moi, je parle un peu comme une vieille, mais c'est vrai que je suis de la génération d'avant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je constate quand même, parce qu'avec la technologie actuelle, on est dans une grande technologie, dans une grande immédiateté, dans une grande efficacité, tout de suite, tout, etc. Et dans la naissance, ça devient la même chose. Et apprendre cette patience, c'est éloigné du mode de vie actuel, en tout cas dans le milieu urbain dans lequel je suis. Et c'est dur pour les femmes aujourd'hui, je trouve, pour certaines femmes qui n'ont pas encore la conscience, quoi, et puis qui sont aussi facilement impressionnables, parce que le pouvoir médical, qui est lui très technologique, il est très fort chez nous. Mais imagine-toi le degré d'autonomie spirituelle et aussi intellectuelle et corporelle, physiologique, si on réussit à dire non. Attendez, je suis bien, votre peur ne sont pas mon peur, mon bébé n'a pas peur, parce que si mon bébé a peur, il va montrer qu'il a peur, alors non. Quand on réussit à vivre et à faire les choses d'une façon profonde et pas actionnée par le peur, tout ce qu'on fait, c'est vraiment plus intéressant. Il y a une cohérence avec le reste de notre vie. Et si nous, on commence à couper tout, on va dépêcher, on va couper, on va seulement faire la moitié. Moi, je sens que l'intégrité intérieure, elle commence à se casser et on commence à sentir un vide, une chose qu'on n'est pas autonome. On ne vit pas avec l'impulse, le pouvoir de notre conviction organique. C'est une conviction
que ce n'est pas seulement intellectuel, c'est une conviction qui est l'intellect avec le cœur, avec la physiologie, et pas seulement de la femme, mais de bébé. Parce que quand on est enceinte, n'est-ce pas, Roxane, on n'est pas seul, on est à deux. Et on ne peut pas agir comme si on était seul. On doit agir avec une cohérence avec le bébé, un respect profond. Et ça, c'est une chose qu'on doit gagner, on doit retourner à ça. Je pense que le bébé, c'est une autre personne si on a la patience d'attendre. Et ça sera une autre personne si on n'a pas la patience. Peut-être c'est subtil, peut-être on ne va pas avoir comment le comparer, mais c'est sûr qu'il y a un effet, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup ta comparaison avec le bébé qui marche. On ne peut pas forcer un bébé à marcher. Tant qu'il n'est pas prêt, il tient pas debout. Et c'est vraiment ça, quoi. Et c'est aussi avoir la conscience que quand on attend un bébé, c'est pas un objet qu'on attend, c'est un être à part entière, quoi. Et Les interventions, elles sont banalisées. c'est ça, ouais. Imagine-toi que si on oblige un bébé à marcher, viens, tu dois marcher, viens, n'aie pas peur, viens. Si on commence à faire de la violence, c'est à peu près la même chose que de mettre des hormones et de séparer les membranes, de stimuler, de faire des choses. Apparemment, ce n'est pas violent parce qu'il n'y a pas de cris et il n'y a pas ce n'est pas exprès, comment on dit, évident. Mais c'est une violence parce qu'on n'est pas en train d'observer avec un sourire le développement naturel. Et la façon que le bébé doit recevoir cette imposition, ce n'est pas possible que ça ne soit pas violent parce que ce n'est pas respectueux. Et à l'inverse, on peut faire quelque chose pour que le bébé reste longtemps dans le ventre, au moins jusqu'à 37. Alors, je pense que dans ton cas, Roxane, c'est sûr que toi, tu dois sentir, par exemple, si tu fais des activités trop vite, peut-être ton ventre commence à avoir des contractions. Alors, de prendre un rythme de vie, comme des vagues très calmes, de ne pas avoir de mouvements violents. Je pense que c'est une sensation d'aller, comment on dit, slow motion, non? Avec un rythme tranquille pour donner le temps pour ton bébé arriver pour être ensemble, pour que le moment que ton bébé arrive soit le même moment que toi, tu vas te sentir prête pour accoucher, pour donner la vie. Alors, il faut prendre le rythme de bébé un peu plus. Arrêter d'avoir une vie trop vite, trop occupée. D'essayer De toute façon, je suis obligée. Hein, je contracte tout de suite dès le moindre effort quasiment. Hein, donc, je suis quasiment tout le temps posée. Ma fille aînée va beaucoup chez la nounou parce que sinon, c'est compliqué pour moi de m'occuper d'elle. Enfin, je suis allée chez ma mère, là, le temps que mon mari, qui est militaire, revienne. Enfin, bon, je suis obligée de beaucoup me reposer. Sinon, je contracte tout de suite. Et puis, je sens que c'est des contractions qui agissent sur le col, quoi. Ça me fait des petits jus, des petits. Oui. Moi, quand j'accompagne une femme qui a eu ce genre d'expérience que tu as eu, je lui propose de faire un petit travail énergétique et émotionnel par rapport à la grossesse et la naissance précédente. Pour vraiment, à la fois dans son esprit, dans son cœur et dans son corps, dans ses cellules, se séparer comment dire, faire la distinction vraiment entre ces deux histoires-là. Parce que c'est un autre bébé, c'est une autre histoire. Et s'il y a une mémoire qui traîne, ça peut venir perturber. Alors, si on clarifie ça, que chaque histoire appartient à chaque bébé, du coup, le bébé qui arrive, il n'est pas avec la mémoire de son frère ou de sa sœur.
Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Bon, c'est bien de se faire accompagner, mais on peut aussi le faire soi-même, tu vois. Peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est une proposition que je fais et souvent ça aide beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Roxane, sur ça? Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est vrai que directement après la naissance de ma première, j'avais été voir un thérapeute pour faire de l'EMDR, pour bien voilà, nettoyer tout ce qui avait été porté. J'avais pas fait de travail sur un point de vue énergétique en tant que tel, en tout cas accompagné. Maintenant, seule, oui, j'ai fait beaucoup de méditation par rapport à ça et j'ai essayé d'y travailler peut-être seule. J'aurais peut-être pu demander aussi de l'aide, effectivement, sur un point de vue énergétique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait vraiment besoin de le nettoyer. Après, je sens bien aussi qu'il y a une histoire mécanique parce que j'ai vraiment des tiraillements au niveau de mes cicatrices d'hernie inguinale en fait, que j'ai eu petite. Et du coup, je sens des coups, comme des petits coups de poignard en plein sur les cicatrices en fait. Et je sens que ça me fait mal. Et ça m'avait fait pareil pour la première et là, ça me fait la même chose pour elle. Mhm. Et j'ai été voir une kiné qui travaille sur les fascias et elle m'a dit qu'effectivement, il y avait des adhérences, des fibroses et que ça gênait l'utérus. Oui. Je vais regarder dans mon livre d'homéopathie et si je trouve quelque chose, je peux t'envoyer par email. Ah, bah, je veux bien. Oui. Peut-être, est-ce que tu peux mettre ton email ici dans le chat pour me faciliter? Parce que je peux imaginer qu'il y a quelque chose qui peut vraiment aider. Mais il faut que je regarde. Oui. Ok, ben super. Je vais envoyer mon email. Oui, oui. Oui, mais je trouve que surtout, des fois, il y a des femmes qui ont comme si c'était un four avec une température que fait le gâteau dans une certaine température, mais on peut travailler avec cette chaleur, avec la chaleur de four, non? On veut essayer de le refroidir un petit peu pour que, oui, pour qu'il arrive un peu plus loin. Alors, je pense par exemple, les activités surtout, mais aussi dans le niveau énergétique qu'Viviane a parlé, surtout c'est important. Et dans le niveau gastronomique aussi, des fois c'est de manger de nourriture avec moins des épices, moins de gingembre, de choses qui sont chaleureuses. Ah, merci, tu as mis ton email. Oui, je l'ai mis. Oui. Moins d'épices. En plus, du coup, ils m'ont aussi diagnostiqué un diabète gestationnel. Alors, du coup, l'alimentation, je dois faire attention. Oui. Plus. Mais est-ce que c'est un diabète réel ou c'est seulement que les numéros sont sortis un petit peu de... Ben, là, du coup, je dois prendre ma glycémie un jour sur deux. Et il faut que je fasse attention. C'est sûr que dès que je dépasse, si je mange trop sucré, j'ai une glycémie autour des 1,40. Ça va. Oui, ça va, hein? Je vais écrire ton email ici. Voilà. Alors, voilà. Et quoi encore que je pense à ça? Je pense que des fois, on fait des conversations avec le bébé. Tu sais, quand on va dormir, on peut dire des conversations, on peut dire des visualisations ou de méditation, mais aussi je pense que de se mettre en contact très profond avec le bébé, je trouve que quand on va dormir, on réussit à voyager dans des niveaux qu'on peut-être réussit pas quand on est avec la tête très active. Pour faire une conversation avec le bébé, d'attendre, de ne pas avoir cette vélocité même pour arriver. Je pense que tout ça, tu peux faire et finalement, le bébé va arriver quand le bébé est prêt aussi. Et d'être bien avec ça aussi.
Merci, je vais le faire. C'est l'heure de dormir? Oui. Brosser les dents? Oui. Ah, magnifique. Est-ce que vous avez une autre question que vous voulez parler avant qu'on se embrasse pour aller dormir, brosser les dents? Moi, je voulais te dire que tu as fait la vidéo avec la famille et la fratrie et, vue par les yeux d'un enfant. La naissance vue par les yeux d'un enfant. Et depuis, il y a eu plein de questions. Je crois que c'est un peu une coïncidence de femmes qui se disent ah, voyons, est-ce que je vais garder mes enfants pour la naissance ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est assez marrant. Donc, c'est très, très bien que tu aies fait cette vidéo. Elle est très importante aussi, je pense. Voilà, je voulais te dire ça. Je crois que Sonia avait quelque chose à te Ouais, dire. une dernière question encore, mais une dernière question technique. Je suis désolée, Naoli. En fait, cette maman, on lui a dit d'aller vite à la maternité parce qu'elle avait un strepto B. Et je voulais savoir si du coup, elle était obligée de se dépêcher ou si elle pouvait attendre un petit peu. Ah, elle peut attendre, absolument. Le Streptococcus B, vraiment, et ça fait déjà au moins 6-7 ans que l'Académie américaine de l'obstétrique, ils sont déjà dit que le Streptococcus B ne fait pas de différence. C'est aussi parce que tu peux faire le test et ça arrive positif. 2 semaines après, 10 jours après, 1 semaine après, c'est négatif, c'est positif, c'est négatif. Alors, ça se voit déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui ont et beaucoup de femmes qui n'ont pas. Et il y a des fausses négatives, fausses positives. Et ça ne fait pas une différence pour le bébé. Alors, il y a beaucoup d'endroits où on ne font plus les examens sur ça. Parce que ça ne fait pas de différence. Mais ça même va par prendre... voie basse? Quand le bébé passe par voie basse, il n'y a pas de risque? Pas de risque. Avant, ils donnaient des antibiotiques pour des femmes qui avaient les positifs, mais maintenant, on ne donne plus des antibiotiques parce que ça ne fait pas les différences. D'accord. Oui. Ouais. Là, ils veulent lui donner des antibiotiques. D'accord. Oui, oui. Mais la seule chose qui c'est différent, c'est qu'il y a plein d'endroits où le médecin n'est pas encore au courant de ça. Il y a plein des hôpitaux, des cliniques, de maternités dans beaucoup de pays qui ne sont pas au courant de ça. Alors, ils continuent à trouver que c'est de risque, que c'est quelque chose à faire. Même ici au Brésil, si on a besoin d'amener une femme à l'hôpital, si elle n'a pas fait le test, ils vont imaginer que c'est positif, ils vont faire beaucoup de protocoles comme s'ils étaient dangereux. Alors, on dit aux femmes, bon, il faut faire le test pour avoir le négatif, en cas qu'elle va à l'hôpital pour qu'ils ne la maltraitent. Mais c'est seulement une question de que les cliniques ne sont pas au courant. Mais cliniquement, ça ne fait pas la différence. Alors, et tu as le lien, Naoli? Tu as le lien, Naoli, pour ces recommandations? Je vais le trouver. Je vais le trouver et je pense que je vais le mettre dans le forum de Facebook pour tout le monde. Oui, je vais le trouver. C'est aux États-Unis, c'est des recommandations aux États-Unis? Oui, oui, que c'est la référence mondiale. Oui. D'accord. Pour quelques pays, peut-être la France non, mais ça. Je veux bien, comme ça, je lui donnerai rapidement. Je vais lui dire. Oui. Merci. Oui, pas de quoi, je vais le trouver pour le mettre là. Merci. Bon, alors soyez préparés pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Je remercie déjà Viviane parce qu'elle va le traduire. Je te remercie toujours. C'est une joie et une soulage énorme de savoir que c'est toi et Stéphanie qui sont toujours dynamiques et des anges pour faire cette traduction en français, vraiment. Alors, je te remercie déjà, Viviane, pour la traduction que tu vas faire bientôt. Et je pense que vous allez bien aimer cette vidéo et on va continuer à faire cette
ces risques, ça va être une richesse. Ça n'existe pas au monde. C'est comme une encyclopédie de rebours pour l'accouchement. Alors, on est là pour travailler à ça. Et dans 3 minutes, après qu'on arrête ici, je vais courir pour continuer ce travail. Et je voudrais beaucoup vous donner des bisous et vous embrasser très, très fort. Je sens un amour très grand pour vous. Vous sentez? Merci beaucoup. Merci. Merci, Naomi. Merci, Naomi. Et si vous avez des remarques à faire sur la traduction des sous-titres, des choses que je n'aurais pas vues ou quoi, vous pouvez m'écrire. On va faire ça. Comme ça, je sais. Oui. On travaille beaucoup avec l'équipe de Naoli. On est presque tous les jours, il se passe des choses. Oui, on travaille très, très proche et je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Vraiment. Et nous sans toi. Et nous sans toi, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir.